Bien, suite de la vidéo que j'ai fait précédemment où j'expliquais déjà quelques petites choses par rapport à une disserte, on va dire, le petit canevas qui apparaît là sur la droite de l'écran. Donc on a vu dans la précédente vidéo, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas encore vu, vous avez un lien qui s'affiche en haut à droite ainsi que sous la description. Donc on a vu les deux premières parties, l'introduction, la partie 1, la partie 2. Et nous allons voir maintenant la partie 3, Actu en France. Alors si vous tombez par hasard sur cette vidéo sans savoir ce que c'est, je me représente très brièvement. Je m'appelle Edith de Nantes, c'est un pseudonyme. J'ai un homme de 37 ans qui se travestit occasionnellement et qui depuis à peu près maintenant un peu moins de 2 ans fait une chaîne de vidéos YouTube dans lequel je m'emploie à démystifier le travestissement. Depuis quelques mois de ça, je le pratique quasiment plus, en raison du simple fait que, je l'ai expliqué déjà dans la partie 1, dans la partie 2, que je n'avais plus trop envie de le faire, parce que à la fois je me lassais, à la fois j'étais peut-être arrivé au bout d'un système, j'en avais moins l'envie, que pour pécho, quand t'es un mec travesti, voilà, c'est pas problème. Voilà, quand tu veux sortir avec une femme, c'est pas pratique. Et il y a une troisième raison, une troisième grande raison qu'on va développer ici ensemble avec vous, qui est liée non pas à moi-même, mais à l'environnement, et c'est pour ça que j'ai appelé ça la partie 3, donc l'actu en France, l'actualité en France, ce qui se passe actuellement dans ce beau pays, c'est pas le seul d'ailleurs, depuis un certain temps, qui fait que ça joue un peu sur le fait qu'aujourd'hui, voilà, je n'apparaisse pas devant vous en tant qu'homme travesti, mais juste en voix off, etc., etc. Je vous invite vraiment à voir la première vidéo si vous ne l'avez pas vue. Sinon, vous pouvez voir celle-là aussi indépendamment, mais l'idéal est quand même de voir la première. Je pensais pouvoir faire les deux en une seule, mais c'est vraiment trop long. Ça aurait fait un truc d'1 heure, 1h10. Donc, il valait mieux faire une première séquence d'à peu près 35-45 minutes, et une deuxième qui, j'espère, ne dépassera pas la demi-heure. On va voir. Bon, ceci étant dit, passons à la crise sécuritaire. Sujet hautement plus anxiogène que le Covid, et surtout sur lequel je vais un peu plus m'étendre. Même chose, je vous ai mis des liens sous la vidéo pour étayer mes propos. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser aux descriptions de mes vidéos. Petite digression, je me demande si vous les lisez des fois, les descriptions. Sans rire, je trouve ça triste. Je me casse le cul à les faire, et à chaque fois, j'ai jamais de retour dessus. Je dis pas ça pour me plaindre, c'est juste que je trouve dommage. Je trouve ça dommage. Vous savez, une plateforme de vidéo, comme YouTube ou d'autres, c'est perçu à tort comme un support audiovisuel et rien d'autre. Mais est-ce que vous avez bien saisi qu'en complément d'une vidéo, on peut y trouver une foule de choses? Perso, quand je mate une vidéo, je regarde également tous les éléments qui y sont associés. Le nombre de vues, la date de publication, le nombre de pouces bleus, le ratio entre les pouces vers le bas et les pouces vers le haut, le nombre de commentaires, les commentaires en eux-mêmes et les réponses à ces mêmes commentaires, et surtout ce qu'il y a dans la description. Dans une description, on peut y trouver, c'est comme un générique final de film, on peut y trouver des pavés entiers parfois. Ici, on peut y voir une série de liens plus ou moins pertinents, des bonus, des vannes, des mises à jour, etc. Donc, ne pas aller jeter un œil aux descriptions, je trouve ça un peu dommage. Surtout comme pour Bibi, on fait le taf jusqu'au bout et que l'on complète la séquence vidéo par des références qui sont dans la lignée de ce qui a été dit au préalable. Comment je le sais? C'est tout simple. Vu les énormités que je mets dedans, alors pas dans toutes, mais dans certaines, on trouve des trucs qui devraient normalement en faire bondir plus d'un. Ou alors les gens qui viennent me voir sont juste tous des travestis qui n'en recherchent que des astuces pour savoir mieux se maquiller. Pas de peau les filles, je ne fais pas de tuto maquillage, parce que j'ai pas envie qu'on m'enferme dans une case. Et puis il y a déjà plein de gens qui le font, alors que Bibi, lui, il préfère se mettre sur un créneau, où il n'y a personne d'autre qui fait ça. En tout cas, pas sur ce ton-là. Ou bien alors, les gens qui viennent, ça doit être des mecs vicelards qui viennent pour se palucher en me voyant. Au choix. Vous savez, si vous me suivez, que j'ai hors des cases. Donc, et encore plus quand on y enferme les gens dedans. Pourquoi est-ce qu'une personne comme moi serait cantonnée à rester dans les seules thématiques propres aux hommes qui se travestissent? C'est fort dommage en tout cas.
et surtout très restrictif. Si on regarde d'autres youtubeurs, on peut voir qu'ils ne font pas forcément que le même type de vidéo en permanence. Ils varient les thèmes, les formats sont différents. Bon, en même temps, vous me direz que moi aussi je peux avoir tendance à mettre certaines personnes un peu facilement dans des cases. C'est notamment le cas avec ce personnage fictif, pas si fictif que cela, de Jones qui apparaît dans certaines vidéos. Je ne sais pas pourquoi, mais là par contre, j'assume complètement le fait de me contredire. Ça doit être l'exception qui confirme la règle. Il représente pour moi tout ce qu'il y a de plus méprisable dans cette société. Et existe le contre-argument hautement fallacieux qui tend à nous démontrer systématiquement que c'est la société qui engendre ce genre d'individus. C'est faux, car c'est trop facile, ça les exonère lorsqu'ils se montrent discourtois, voire transgressifs pénalement. On s'approche dangereusement de la doctrine qui consiste à penser que c'est la victime qui a cherché l'agression. Que ce soit en mode edit ou en mode mec. Quand je me fais emmerder, voire agresser par ce genre de sous-merde, c'est pas moi qui l'ai provoqué. Je suis désolé, mais comme le disait si bien Maurice en son temps, c'est pas la société qui parle mal. C'est pas la société qui se sape mal. C'est pas la société qui ne fout rien. C'est pas la société qui cherche toujours à vivre en marge. C'est pas la société qui agresse systématiquement d'autres individus, puisqu'à la base, ça se passe dans le petit cerveau au QI à 2 chiffres. Pléonasme. D'autres individus, justement. L'éducation. C'est pas le réchauffement climatique qui me retient de faire des gosses, moi, c'est l'éducation. Quand on voit ce que ça devient, quand on arrive à être dans une société où tu peux même plus foutre une tarte à un gosse, et que limite c'est lui qui va te coller un procès au cul, enfin bref, c'est un autre débat. Je sais pas vous, mais perso, je discute beaucoup de tous ces sujets de société avec mes proches, ou même des gens qui s'y intéressent. C'est des trucs qui reviennent dans toutes les conversations à un moment ou à un autre. Ça en devient tellement récurrent qu'on peut plus nier qu'il y a des problèmes, à tous les niveaux, et l'actu nous le rappelle quotidiennement. Toutes celles et ceux qui vous disent que la situation actuelle de ce pays est sous contrôle, que ce sont des épiphénomènes, que ça va forcément se calmer, bleu, ça suffit franchement. À un moment, et l'histoire l'a toujours prouvé, les dogmes, l'idéologie sont toujours dépassés par un truc très concret et qui des fois fait mal, qui s'appelle la réalité. Ça va pas plaire à certains, mais voilà, le constat est là, sans appel. Qu'il s'agisse de terrorisme retentissant ou de faits divers moins impressionnants, mais néanmoins liés à l'augmentation exponentielle de l'insécurité, les faits sont là, irréfutables. Nous vivons dans un système qui est malade de ses faiblesses chroniques et qui montre ses limites au quotidien. Et quand on a le cancer, on ne soigne pas ça avec de l'aspirine. C'est typiquement français de rester bloqué sur la même façon de raisonner et aussi de se défendre. Actuellement, nos ennemis nous attaquent en trichant et nous, on passe plus de temps à dire que c'est pas bien plutôt que de changer de méthode pour répliquer de façon adaptée. On pense à tort que nos adversaires vont nous faire une guerre à la loyale. Et ça, c'est une erreur monumentale qui nous coûte très cher, qui va encore nous coûter très cher, et ça ne s'améliorera pas si rien ne change. Quand des gens, quels qu'ils soient, vous attaquent, vous perdez pas de temps à tergiverser sur la façon dont ils vous nuisent. Vous réagissez. Sinon, vous êtes mort. Quand vous êtes en altitude, vous manquez d'air. Pas de geste inutile. J'ai vécu pas mal de choses en vivant 5 ans en extérieur en tant qu'homme travesti. Et en tant qu'homme, j'ai également constaté des choses avec le temps, et le constat, il n'est pas réjouissant. C'est tout de même marrant, hein, ou triste, de constater que quand on parle, eh ben, il existe encore des gens qui minimisent le truc, voire qui t'accusent des pires mots parce que tu nommes les problèmes sans détour. Limite, c'est toi le salopard, quoi. J'en discute désormais très régulièrement avec des gens de toutes ces thématiques. Certains sont sur la même ligne, d'autres sont plus mitigés, et d'autres encore sont dans une forme de déni qui se dissimule même plus. C'est cette troisième catégorie de gens qui est la plus inquiétante, à mon sens. Et là, c'est pas un combat gauche contre droite,
progressistes, réactionnaires, etc. C'est juste du bon sens. C'est très connu dans l'histoire. Et beaucoup de gens s'accorderont là-dessus. Dans l'histoire, il a toujours existé 3 types de gens. Ceux qui attaquent la cité, ceux qui la défendent, et les traîtres qui ouvrent les portes. Quand t'as pigé ça, t'as tout compris. Hein. Alors, que faire? Aujourd'hui, si vous voulez être fort dans votre tête et limiter considérablement votre peur de tout, alors pour les pandémies, méfiez-vous de ceux qui exagèrent et de ceux qui développent une mauvaise peur qui est contagieuse. Et pour la sécurité, fuyez ceux qui vous attaquent ou combattez-les si vous le pouvez, dans les limites légales. Et en plus, méfiez-vous de tous ceux qui les défendent. Ces gens-là doivent être combattus si votre prose et ou votre corpulence le permet. C'est pas une incitation à la violence, c'est juste du bon sens. Rien qu'avec des bons réflexes, vous pourrez y arriver. J'explique en partie ça concrètement, de façon humoristique, dans la série de vidéos de la playlist Vivre Ensemble. Vous aurez remarqué le point d'interrogation à la fin de Vivre Ensemble? Je l'ai rajouté il y a peu, car à la base, je pensais que c'était un concept qui pouvait encore il y a quelques années se tenir. Je peux pas affirmer que le truc est devenu irrémédiablement impossible, c'est juste que le doute m'assaille, et je ne pense pas être la seule personne à le penser au passage. D'où la question légitime à ce sujet, matérialisée ici par le petit point d'exclamation volontairement peint en rose. Je vois venir les rageux qui vont me traiter de méchant réac, mais je n'en ai cure. Encore une fois, les faits. Il n'y a que 2 types de gens dans ce pays. Ceux qui vous disent « Vive la France », qui passent pour d'horribles réacs, et ceux qui veulent la baiser jusqu'à ce qu'elle l'aime. Faites votre choix. Vous préférez vivre entouré de gens qui vous disent « Moi j'aime la France » ou vivre parmi des gens qui vous disent « Moi la France, je la baise jusqu'à ce qu'elle m'aime ». Il y a 2 types de gens aujourd'hui, clairement. Hein. Il y a les Français de cœur et les Français de papier. Et la punition, normalement, elle doit être la même pour tout le monde. Vous savez, l'histoire, c'est comme l'eau dans de la tuyauterie. Ou la bouffe en restauration. Ça va dans un sens, pas dans l'autre. Et quand on regarde le sens de l'histoire, depuis quelques années, on constate quoi? Que ça va dans un sens qui n'est clairement pas celui que certains s'imaginent encore. Là où très concrètement je veux en venir, c'est que vous préférez quoi pour votre avenir? Subir ou survivre? En gros, on en est où là? On est dans le coup de gueule, hein, je vous avais prévenu. C'est vraiment mon opinion. Beaucoup de gens ne veulent pas voir les choses en face, mais permettons-nous tout de même d'envisager de façon disciplinée comment les choses tourneraient dans un scénario qui serait le pire. On en parle beaucoup, c'est un fantasme pour certains et c'est une réalité pour d'autres. Depuis quelque temps, on parle de notion de guerre civile. Le mot est encore tabou, mais il revient de plus en plus dans les conversations. Alors disons-le tout net, de tous les scénarios, c'est clairement le pire. Je dis pas ça pour la souhaiter et encore moins pour la justifier. Mais encore une fois, les faits. D'impossible il y a quelques années, c'est une situation qui, pour notre plus grand malheur au passage, devient plausible. Perso, j'ai encore bon espoir que ce pays se ressaisisse, même s'il lui faudra prendre des décisions pénibles à un moment ou à un autre, et qui affectera la vie de bon nombre de gens, vous et moi inclus. Et ça peut arriver bien plus vite qu'on ne le pense. Au passage, petite vanne, si vous ne croyez en rien, il est peut-être pas trop tard pour vous mettre à la prière, mes amis. Hein. Parce que dans pas longtemps, c'est peut-être tout ce qui va vous rester. Priez en effet pour que tout ça se termine en douceur dans les urnes, plutôt gentiment que salement dans les rues. Et là où ça nous intéresse, s'il y a une guerre un jour, est-ce que vous serez en état de pouvoir mettre des patates? Est-ce que vous serez en état de courir? Est-ce que vous saurez courir? Ah si, pardon, une dernière chose. Quand je parlais de l'actu qui est quelque peu anxiogène, ça vous aura pas échappé non plus. Regardez ce qui se passe en Amérique avec les élections et ce cher monsieur Trump. Alors je suis pas fan à 100% du bonhomme, hein. Mais il y a un truc qui me fait toujours bien marrer. C'est tous ceux, en France surtout, qui se moquent de lui en disant que c'est un clown pour l'Amérique. Franchement, revenez plutôt en France pour constater que nous on a mieux, hein. On a le cirque au grand complet. Tiens, parce qu'on parlait d'Amérique, je vais vous citer un discours de JFK.
John Fitzgerald Kennedy, président américain de 1960 à 1963. Comme toujours en histoire, il faut recontextualiser la chose, sinon on peut dire tout et n'importe quoi en l'appliquant quand ça nous arrange. Contexte, on est en pleine guerre froide. Nous sommes le 10 juin 1963. Après plusieurs crises graves, comme la baie des cochons, le mur de Berlin et les missiles de Cuba, Kennedy prône la paix dans le monde avec un discours vibrant à Washington. Et il conclut son discours par ces quelques mots. Nous habitons tous la même petite planète. Nous respirons le même air. Nous chérissons l'avenir de nos enfants. Et nous sommes tous mortels. Alors tous les fouteurs de merde qui ne veulent pas comprendre ces quelques principes, je les invite à changer de planète. Parce qu'un jour, ça va chauffer pour leur cul. Bref, j'ai pas la vérité, personne n'est parfait, surtout par moi. Mais entre complètement se tromper et être plutôt dans le vrai, la question elle est vite répondue, ami entrepreneur. Ne t'en fais pas, ça va bien se passer. Hein. Bon alors, le mental. Il est très important dans la vie, et a fortiori encore plus dans des moments comme ceux que l'on traverse actuellement, et qu'on a évoqués juste avant. Il est important donc de savoir raison garder. La solitude, ça n'arrange rien des fois. Mais moi par exemple, je suis seul là au moment où je vous parle. Malgré le fait d'être bien entouré et de connaître pas mal de monde, ça peut m'arriver de me sentir seul, bien évidemment. Vous dire l'inverse serait faire preuve d'un manque certain d'honnêteté. Néanmoins, je le vis bien, car quand on est de bonne constitution mentale, croyez-moi ou pas, mais on n'est jamais vraiment seul. C'est d'ailleurs encore plus véridique avec ces périodes troubles que nous connaissons cette année 2020, vous voyez de quoi je parle. Je l'ai évoqué dans la précédente vidéo, j'ai eu un passage à vide en tout début d'année. J'en ai parlé dans une vidéo en mars qui s'appelle Gros coup de mou. Et à l'époque, je n'avais pas encore tous les éléments pour comprendre. J'en étais arrivé au point où j'avais envisagé d'aller voir un psy. Je pensais que ça venait de moi, mais en fait non. Dans mon malheur, j'ai eu au moins une consolation. Je me suis rendu compte que ça venait pas de moi, mais que ça venait de l'extérieur. D'ailleurs, au passage, petite digression, un conseil que je vous donne comme ça, si vous pouvez traverser une vie sans professionnel de santé mentale, sans médoc, sans traitement régulier, etc., eh bien, logiquement, vous devriez pouvoir vous sortir par vous-même de pas mal de situations a priori compliquées. Après, je vois déjà venir les personnes qui vont me dire « Oui mais non, tu comprends pas, c'est important d'aller voir un psy si la personne en a besoin. » Alors, seule petite concession que je vais faire là-dessus, si vous êtes vraiment dans le mal, si vous vous sentez seul, si vous n'avez pas assez ou plus assez de force mentale pour résister à une certaine forme de pression, si vous recherchez quelqu'un à qui vous confiez en toute sérénité et dont c'est le métier d'être au secret professionnel, et que cela soit du temporaire très très bref, de l'ordre de quelques semaines, 2-3 mois, guère plus, ça fait pas mal de concessions au passage. Lol. Alors oui, allez-y, consultez ce genre de professionnel une fois dans votre vie. Si ça dure trop longtemps, en revanche, clairement, c'est de la sécu, et rien d'autre. C'est comme le casino. Plus vous y restez, et plus vous allez vous y perdre. Je vais vous dire un truc, que je confie rarement et encore moins à des inconnus, parce que le but n'est pas de faire pleurer dans les chaumières, et ça commence à dater aussi un peu maintenant. Je relativise la vie depuis des années, car il y a 11 ans de ça, j'ai eu un cancer. On voit la vie vraiment différemment après. Même s'il y a des subtilités que je n'ai pas su saisir à l'époque, ça a quand même été une bonne gifle de réalisme. Fort heureusement, j'ai été dépisté très tôt et très bien traité. Quelques complications pendant le traitement, mais ça s'est relativement bien passé sur les 6 mois que ça a duré. Eh bien, devinez quoi? Lorsque j'ai arrêté d'aller à la clinique pour mon traitement, j'ai eu ce qu'on appelle le blues post-traitement, ou blues post-soin, appelez ça comme vous voudrez. En gros, pendant quelques semaines après,
j'avais un sentiment de vide. J'avais commencé à prendre l'habitude de suivre un protocole de soins à la lettre. C'était des rendez-vous très réguliers, selon un calendrier précis. À chaque fois, c'était des rencontres, des personnes, des lieux. On prend une sorte d'habitude au bout d'un moment. Et quand tout ça s'arrête, ce qui est une bonne chose en soi, car ça signifie que la maladie est derrière soi, on ressent alors, quand ça s'arrête, une sorte de manque, de vide, qu'on appelle le blues post-traitement. Et bien, lorsque vous êtes amené à consulter régulièrement sur une période qui s'allonge un professionnel de santé comme un psy par exemple, il y a fort à parier que vous pouvez avoir, consciemment ou inconsciemment, le même sentiment lorsque vous terminez votre parcours, ou même avant de terminer le parcours. Et c'est justement ça qui peut vous faire, entre guillemets, replonger, en y restant des années et des années. Et au final, avouez que ça évolue pas vraiment. Un Français sur 3 a déjà consulté un psy au moins une fois dans sa vie. Et beaucoup n'y vont pas juste que pour 5 ou 6 séances. Le constat est sans appel. Au bout d'un moment, on n'est plus dans le dépannage, ça devient de la sécu. Bref, j'en ai vu d'autres, et ça me permet de relativiser pas mal de trucs. On vit quand même dans une société où, quand on voit des gens se ruer sur des stocks de PQ, en même temps, dans une année classique, ils sont capables de se battre pour du Nutella en solde. Du Nutella, quoi. C'est connu, hein. L'homme moderne, quand il digère, ne réfléchit pas trop. Et sinon vous, que pensez-vous de tout ça? Avez-vous peur? Vous sentez-vous seul? Si vous vous pensez seul, dites-vous que vous ne l'êtes pas vraiment. Si ça vous intéresse, et tant que c'est possible, profitez-en en ce moment. J'ai malheureusement, ou heureusement, ça dépend où on se place, en ce moment j'ai pas mal de temps. Mon mail est dispo dans la section à propos de la chaîne, et dans la description sous la vidéo. Il y a aussi les autres réseaux sociaux, mais j'y vais de moins en moins. J'ai régulièrement des personnes qui me demandent des conseils en privé. En général, ils le font sur le Facebook. Problème, je ne suis pas forcément toujours en ligne. Et lorsque c'est le cas, souvent, je dois jongler entre plusieurs conversations. Donc, si vous recherchez un peu d'aide, vous pouvez m'envoyer votre demande par mail. Je me ferai un plaisir de vous y répondre avec courtoisie et discrétion. Quelques conditions quand même, hein. Présentez-vous brièvement, évitez les pavés trop longs. De préférence, ça je dis ça pour vous, évitez tout élément de votre réelle identité si vous souhaitez que ça reste le plus discret possible. Vous n'avez pas idée du nombre de gens qui se servent de leur adresse perso où apparaissent en gros le nom et le prénom. Vous savez, dans la vie, il y a des trucs, il faut toujours rester discret, hein. Même moi, en tant que mec, j'ai des profils de messagerie dont l'identité, ce sont des pseudonymes. Soyez, dans la description de ce que vous souhaitez me demander, soyez court, précis et factuel. Dans la description de votre situation. Si parmi une foule de questions, il y en a une qui vraiment vous taraude plus que les autres, alors ce sera celle-là qu'il faudra me poser en priorité. Enfin, tout dernier conseil. Endurcissez-vous si c'est pas le cas. Les temps sont durs et ils vont l'être de plus en plus. Que ce soit par la sécurité, la crise sanitaire, la crise économique à venir, des choses comme ça. Endurcissez-vous. Moins de Netflix, plus de sport. Moins de Disneyland, un peu plus de vieilles pierres. Moins de plats préparés, plus de produits frais. Moins de photos à la con sur les réseaux sociaux. Plus de clichés vraiment bien travaillés. Moins de blabla, plus d'action. Et surtout, moins de frousse, plus de couilles. Bon et bien voilà, c'est la fin de cette séquence. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu vers le haut. Pensez-y, ça ne coûte rien, ça ne mange pas de pain.
Moi ça me fait très plaisir, ça me permet de me dire que ce que je dis c'est pas que des coups dans l'eau, qu'il y a un minimum de cohérence dans cette réflexion. Réflexion ici dans cette vidéo ou d'une façon plus subtile dans les autres productions de cette chaîne que je vous invite à voir et revoir pour en apprécier toutes les subtilités. Et si vous n'avez pas aimé, ce qui est votre droit, je vous invite à me mettre non pas un doigt, mais un pouce bleu vers le bas. Appuyez bien 2 fois dessus pour être sûr que si vous n'aimez pas, vous serez certain que ça aurait été pris en compte. Et puis bien entendu, n'oubliez pas de commenter mon salmigondi de vidéo. Ça aussi ça me ferait plaisir, tant que l'on reste dans la discussion à peu près courtoise. Ah, et puis le lien Utip aussi, ça j'y pense pas toujours. Je me suis noté sous le coude. Je ne suis pas du genre à faire la manche au feu rouge pour quémander de la thune. Autant il existe des systèmes de dons en ligne où si vous souhaitez aider financièrement, vous êtes obligé de donner des sous-sous. Or avec Utip, U-T-I-P, vous pouvez me filer un coup de pouce si le cœur vous en dit sans débourser un seul centime. C'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien Utip dans la description sous la vidéo, de visionner quelques pubs sur le site de Utip, et hop, le tour est joué, ça rapporte automatiquement des petits centimes à la chaîne. Ce n'est pas prélevé sur votre compte, c'est prélevé nulle part, ça se génère automatiquement, ça fonctionne comme ça. C'est dérisoire vu la somme de travail fournie, ça représente à peine un pourboire en général, mais c'est toujours sympa, ça permet de voir que des gens, en plus d'avoir vu la vidéo, sont passés par là, parce qu'ils ont juste pris un peu de temps pour le faire. Allez, dernier truc pour la route. Peu de temps après l'écriture de cette vidéo, j'ai appris la mort de Sean Connery, à l'âge de 90 ans. Alors dans quelques années, il y a peut-être des gens qui ne sauront même plus qui c'était. J'anticipe un peu pour les futures générations. Même chose, vous avez un lien dans la description. Donc le type décède à 90 ans. Belle vie ça. Acteur immensément populaire, il avait néanmoins la tête sur les épaules, le gars. Et je vais vous lire un extrait d'une interview qu'il avait faite quand il avait que 27 ans, ou 37, j'ai vu ça dans un article, là je l'ai plus sous les yeux. Et en tout cas c'est, voilà, 27-37 c'est jeune, et encore la notion de jeunesse c'est quelque chose de très subjectif. Et je trouve ça assez percutant, car cela se recoupe avec pas mal de notions qu'on a abordées dans cette séquence. On y décèle notamment une certaine forme d'humilité par rapport à la vie, et sur laquelle... Et c'est sur ces quelques mots que je conclurai cette séquence, mes amis. On y décèle notamment une forme d'humilité par rapport à la vie et sur laquelle on peut méditer, vous et moi. Plus que tout, j'aimerais devenir un vieil homme avec une belle tête. Comme Hitchcock. Ou Picasso. Ils ont travaillé dur toute leur vie, mais ils ne montrent aucune lassitude. Ils n'ont pas perdu un seul jour avec toutes ces absurdités qui peuvent envahir une existence. Ils savent que la vie est plus qu'un stupide concours de popularité. C'est tout.